étang des Chaudrets dans le Chablais valaisan. Un lieu idyllique entretenu depuis plus de 50 ans par l'Amicale des pêcheurs. Mais depuis l'an passé, la pêche y est interdite. Depuis de nombreuses années, on se disait que notre gouille elle était vraiment saine parce qu'on voyait des écrevisses dans l'eau, donc on se disait que c'était une bonne eau. Et que là, tout d'un coup, on nous dise que c'était pollué, c'était un choc. Et après, on se demandait qu'est-ce qu'on fait avec les poissons qu'on a dans notre congélateur aussi. L'étang se trouve à peine plus d'1 kilomètre de l'ancienne raffinerie de Colombais. Depuis les années 60, c'est là que les pompiers s'exerçaient chaque semaine avec de la mousse d'extinction contenant des PFAS. Elles se sont répandues dans le sol et la nappe phréatique. Depuis quelques années, le canton a procédé à des centaines d'analyses pour identifier les eaux souterraines contaminées. En Suisse, il n'existe pas encore de valeur limite pour ces substances, que ce soit dans l'eau, les denrées alimentaires ou le sol. Pourtant, le canton agit dans le cas de l'étang des Chaudrets. Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de risque jusqu'à 40 heures de baignade par an et qu'au-delà, un risque existait. Ensuite, nous avons également analysé les poissons et constaté qu'ils accumulaient beaucoup les PFAS. C'est pourquoi nous avons dû prononcer une interdiction de pêcher et de consommer ces poissons. Cette pollution à Colombais n'est pas un cas isolé. On retrouve ces PFAS dans les cours d'eau et les nappes phréatiques de nombreuses régions, comme le montrent les données récoltées par un consortium de journalistes européens. Il en va autrement pour les sols en Suisse. En 2022, tous les échantillons analysés, plus de 140, contenaient ces toxines. Depuis les années 70, les PFAS sont utilisés à grande échelle dans l'industrie pour leur résistance aux températures élevées et leur capacité à repousser eau, graisse et saleté. En tout, ce sont des milliers de substances différentes et hautement problématiques. Les PFAS sont stables et ne disparaissent pas. Il n'y a pas de processus dans l'environnement qui les détruisent. D'autres polluants sont en partie facilement dégradés, par des microbes par exemple, mais il n'y a rien qui détruise les PFAS. Du coup, ils restent dans l'environnement et si on en rejette davantage, les concentrations augmentent aussi. L'industrie utilise les PFAS dans les mousses d'extinction pour la galvanisation du métal ou la fabrication d'appareils électroniques. On les retrouve aussi dans des vêtements imperméables, des revêtements anti-adhésifs, des cosmétiques ou des appareils médicaux. Pourtant, elles peuvent avoir des effets nocifs sur l'organisme. Elles endommagent le foie et les reins. Elles peuvent déclencher un cancer en cas d'exposition prolongée. Elles endommagent la thyroïde. Elles entraînent un poids plus faible chez les nouvelles générations. Elles perturbent le métabolisme, l'absorption de calories. Elles peuvent interférer avec le système hormonal. Par exemple, elles entraînent une diminution du nombre de spermatozoïdes chez l'homme. Et elles peuvent également affaiblir la réponse immunitaire. Pour éloigner le danger, il faut décontaminer. Direction Altstetten à Saint-Gall. Sur ce terrain, autrefois utilisé par les pompiers, de fortes concentrations ont été trouvées. Il faut donc dépolluer le sol et c'est compliqué. Le plus grand défi a certainement été le fait que nous n'avions absolument aucune expérience avec les PFAS. Il n'y avait pas de directive, pas de valeur limite. Nous n'avions pas non plus d'intuition claire pour ce polluant. Dans le domaine des sites contaminés, il faut un peu d'intuition pour savoir jusqu'où il faut aller. Que faut-il pour bien faire un assainissement ? Nous avons dû tout réinventer. Au total, 40 000 tonnes de matériaux doivent être traitées. Elles seront ensuite envoyées en camion en Allemagne ou en Autriche pour être détruites dans des incinérateurs pour déchets spéciaux. Reste à savoir qui prendra en charge les plus de 15 millions nécessaires à l'assainissement. L'Europe va déjà plus loin. Le Danemark a banni les PFAS des emballages alimentaires en 2020. Avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède, ils demandent une interdiction de ces PFAS dans toute l'Europe. Une décision sur l'interdiction devrait être prise au plus tôt en 2025. Retour en Valais.
L'alerte a été levée pour l'instant en ce qui concerne l'eau potable. En revanche, l'interdiction de pêche a été étendue entre-temps à plusieurs cours d'eau. La gestion de la pollution par les PFAS reste un défi. Du côté des sites contaminés, nous manquons en fait de valeurs claires dans le sol ou dans les décharges. Et dans le domaine de la sécurité alimentaire, il nous manque aussi des valeurs pour savoir quelles mesures nous devons prendre à partir de quelles valeurs limites. Et qui devrait fournir ces valeurs ? Eh bien, les valeurs devraient venir de Berne, des ordonnances fédérales, afin qu'elles puissent être appliquées de manière uniforme en Suisse. Bonsoir Christiane Vermeil. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la chef de la section sites contaminés de l'Office fédéral de l'environnement. Alors, avec cette enquête, on voit à quel point la Suisse est concernée par ces pollutions. Qu'est-ce qui doit être entrepris aujourd'hui pour la décontamination des sols et des eaux ? Effectivement, comme vous l'avez dit, la Suisse est également concernée, comme d'autres pays, par ces pollutions au PFAS, puisqu'on en retrouve aussi bien dans les sols que dans les eaux souterraines ou les eaux de surface. Aujourd'hui, la priorité en Suisse par rapport à ces pollutions est d'identifier les endroits les plus contaminés, ce qu'on peut aussi appeler les hotspots, c'est-à-dire des sites où on retrouve ces polluants à des concentrations très très élevées. Il s'agit la plupart du temps de sites d'exercice des pompiers, puisque les mousses d'extinction qui sont utilisées contiennent des grosses quantités de PFAS. Donc la priorité est d'identifier ces sites et ensuite de les assainir. Alors il y a un obstacle plutôt surprenant là au milieu, c'est le fait qu'il n'y a pas de valeur limite pour ces substances en Suisse et ça rend difficile de déterminer même si un site doit être assaini ou non. Pourquoi est-ce que ces valeurs n'existent pas ? Les PFAS sont un groupe de plusieurs milliers de substances, donc c'est un groupe très complexe au niveau chimique. Les connaissances toxicologiques sur ces substances sont encore lacunaires malheureusement aujourd'hui, donc il serait trop compliqué et prématuré aujourd'hui de définir des valeurs limites déjà dans la législation. Toutefois, il est tout à fait possible au cas par cas de définir des valeurs limites, donc les autorités cantonales peuvent le faire et ensuite ils doivent nous soumettre les valeurs établies selon les connaissances toxicologiques les plus avancées, qui sont valables également au niveau international. Et une fois une telle valeur établie, les cantons la soumettent à l'OFEV et nous validons cette valeur. Rapidement à ce propos, je lis un extrait d'un rapport qui vient de l'Office fédéral de l'environnement qui dit qu'il faut toutefois partir du principe que les futures valeurs de concentration seront au moins 10 fois inférieures aux valeurs spécifiques autorisées jusqu'à l'été 2021, celles que vous citez. Est-ce que ça veut dire qu'on est face à une bombe à retardement, que demain on va découvrir qu'en fait on a beaucoup de sites pollués au PFAS en Suisse? Alors on est conscient qu'on a beaucoup de sites pollués au PFAS en Suisse. Vous mentionnez un rapport de l'été 2021. Depuis lors, les valeurs limites établies par les cantons et validées pour des cas particuliers ont déjà été revues à la baisse et ont déjà tenu compte des dernières connaissances toxicologiques et sont, comme vous le mentionnez, 10 fois plus basses que ce qui avait été établi jusque-là. D'un mot encore, l'Union européenne discute en ce moment même d'une interdiction généralisée des PFAS, de ces substances. Est-ce que c'est ça aussi la voie à suivre pour la Suisse ? Tout d'abord, il est important de relever que certains PFAS, très dangereux pour la santé et qu'on retrouve de façon assez importante dans l'environnement, sont déjà interdits depuis 2009, respectivement 2019. Ensuite, pour tous les autres PFAS qui sont encore utilisés aujourd'hui, qui sont encore produits et utilisés aujourd'hui, il serait très important d'interdire le groupe complet de ces PFAS pour éviter des problèmes à venir. Interdire l'ensemble des PFAS. Merci beaucoup pour vos explications ce soir, Madame Vermeil. Très bonne soirée à vous. Merci à vous. Bonne soirée, merci. Il occupe une place centrale dans nos existences. En 2023, l'ordinateur est un objet nécessaire au point qu'à Fribourg, certains élèves sont obligés d'amener leur propre appareil en classe. Une première romande qui rappelle à quel point il est important de savoir choisir le meilleur portable au meilleur prix. François Janet et Véronique Amstutz. Fribourg à l'EPC, l'école professionnelle commerciale. Lucas Pession, le directeur, nous accueille et nous présente son établissement. Fribourg, c'est une école bilingue. On a principalement le métier du commerce, c'est-à-dire les employés de commerce, justement, les gestionnaires du commerce de détail et les assistants en pharmacie. On a environ 1300 apprentis chez nous, dont le 70% en langue française et le 30% en langue alémanique.
Je vous suis. Ah, venez, venez. Vous dérogez complètement et... Il y a 5 ans environ, les apprentis ont commencé à faire des demandes pour pouvoir utiliser des ordinateurs portables en classe. Ils voulaient prendre des notes ou consulter des informations. Désormais, les moyens d'enseignement rendent l'utilisation de l'ordinateur obligatoire. Pour les gestionnaires du commerce de détail et pour les assistants en pharmacie, c'est depuis la rentrée 2022. Et pour les employés de commerce, qui est le plus grand métier en Suisse quand même, ça sera à la rentrée 2023, donc dans quelques mois. Dans cette classe, les futurs assistantes et assistants en pharmacie vivent leur première année d'apprentissage. Depuis août dernier, toutes et tous sont équipés d'un ordinateur portable. Je l'ai acheté quelques semaines avant le début des cours, quand on a appris qu'il fallait avoir un ordinateur pour l'avoir le premier jour. J'en avais déjà un avant, mais c'était pas pratique parce que justement il était trop grand, puis il était un peu plus lourd et puis je me suis dit autant en acheter un nouveau quoi. Notre entreprise nous a offert 300 francs pour l'achat de l'ordinateur et je l'ai commandé sur internet. C'était cher ? 700 ou 800 francs. On a fait que pour que l'aide de notre entreprise soit aussi dans les prix. On ne voulait pas mettre trop cher pour l'ordinateur. Même si les apprentis touchent un salaire, les coûts ne sont pas négligeables. Ils ont fait débat dans le canton de Fribourg. En principe, le coût, c'est le même discours que pour les moyens d'enseignement. C'est-à-dire que de base, sont à la charge de l'apprenti, sauf si l'employeur, donc le maître d'apprentissage, décide de le financer. En Suisse romande, on a aujourd'hui environ le 20% des maîtres d'apprentissage qui décident de financer les moyens d'enseignement et du coup aussi les ordinateurs portables pour leurs apprentis. Et en Suisse alémanique, on est plutôt à l'inverse, on est plutôt vers le 80%. Donc en Suisse alémanique, il y a une tradition de mettre à disposition les moyens d'enseignement pour les apprentis qui est beaucoup plus importante. Le programme s'intitule « Bring your own device », BIOD, ou dit en français « Apportez votre propre appareil ». L'école n'impose aucun modèle d'ordinateur, mais recommande des standards minimaux. L'ordinateur, par exemple, doit être assez puissant pour faire tourner les programmes d'enseignement et offrir un écran assez grand, 13 pouces au moins, pour ne pas fatiguer les yeux. On a un ami qui connaît bien l'informatique et puis je lui ai demandé conseil sur déjà l'offre, des offres qu'il y avait, des actions et tout. Et puis aussi quelle performance il a et tout. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Donc comme ça, il a regardé avec moi, il m'a conseillé. Et puis là, il est parfait, quoi. C'est vrai que maintenant, par rapport à l'apprentissage, on a aussi des travaux à faire à la pharmacie sur l'ordinateur. Du coup, c'est vrai que j'utilise aussi au travail. Dans le bâtiment voisin, même son de cloche à l'école professionnelle artisanale et industrielle du canton de Fribourg. Ici, ils sont 3500 apprentis à suivre des cours chaque semaine, des apprentis engagés dans 49 métiers différents. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a plus de 200 métiers. Chaque métier a une ordonnance de formation qui est dictée par l'ORTRA, donc les organisateurs du monde du travail. Et chaque métier a des exigences ou pas d'avoir ou l'utilité de l'ordinateur. On a des métiers beaucoup plus techniques, où on a des softs de dessin et ainsi de suite. Et c'est clair que là, la machine devrait être plus compétente, plus forte. Pour les mécatroniciens, par exemple, l'ordinateur est un outil incontournable. Oui, clairement. Maintenant, avec les voitures, les camions qu'on a maintenant, si on n'est pas calé un minimum en informatique, on est obligé, quoi. Il y a quand même 2-3 critères qui est à respecter pour l'acheter. C'est des critères assez basiques sur les RAM ou bien la quantité de mémoire. Du coup, j'ai choisi par rapport à ça. Après, j'ai regardé un peu les offres qu'il y avait sur différents sites en ligne ou bien dans les magasins. Puis j'ai choisi celui-là. Le budget, c'est un critère aussi pour vous ? Ouais, ça allait. Fallait pas non plus dépenser 2000 francs, mais j'ai eu celui-là pour 500 francs, puis ça va très bien, quoi. Le budget joue un rôle, oui. C'est vrai que c'est un coût conséquent d'acheter un ordinateur comme ça, mais pour les 4 ans d'apprentissage, ça en vaut la peine. Au jour d'aujourd'hui, c'est un outil indispensable. Nos leçons sont axées à peu près à 80% là-dessus. L'idée de ça, c'est la ressemblance avec l'atelier. À l'atelier, les recherches de panne, les informations techniques se font via un ordinateur.
Et c'est pour ça qu'on travaille de cette manière en cours professionnel. Si ça n'avait pas été obligatoire, vous auriez acheté un ordinateur? Pas un ordinateur comme ça, non. Vous auriez acheté quoi? Plutôt une tour pour jouer. Plus dangereux. Pour ces écoles, l'introduction de l'ordinateur obligatoire a plusieurs effets. Il a fallu former et équiper les enseignants, il a fallu soigner l'accompagnement à l'utilisation de ce nouvel outil et surmonter quelques oppositions. C'est clair, au début, on avait peut-être une certaine réticence. On a des jeunes qui apprennent un métier de l'artisanat et c'est pas pour toucher encore à l'informatique. Mais en fin de compte, on a assez rapidement pu les amener dans le bateau, puis les motiver aussi à ceci. Je dois dire que, voilà, beaucoup tient aussi du facteur de l'enseignant ou de l'enseignante. Si on a le corps enseignant qui est motivé, qui voit aussi la plus-value, parce qu'il y en a une, d'utiliser ce genre d'outils, ça aide fortement aussi le jeune à s'impliquer pleinement. Que vous soyez jeune étudiant ou moins jeune, vous le savez, choisir un ordinateur, c'est compliqué. La plateforme Les Numériques s'est spécialisée dans la comparaison de tout ce qui est informatique. Leur expert nous explique à quels critères être attentif. Boulogne-Billancourt, Paris. C'est ici qu'on trouve la rédaction des Numériques. Ici, les équipes testent, évaluent et commentent tout ce qui se branche. Leurs résultats sont publiés sur Internet et les réseaux sociaux sous forme d'articles, de podcasts ou de chroniques audiovisuelles. Guillaume, vous êtes nombreux au numérique? Alors, il y a une vingtaine de journalistes, puis après, il y a toutes les équipes qui tournent autour des journalistes, les réseaux sociaux, etc. Donc ici, on a le plateau journaliste à gauche, ici, on a les réseaux sociaux, et ici, on a le pôle Gamecult qui teste les jeux vidéo. Les Numériques testent en continu et toujours de la même façon des dizaines d'ordinateurs. Pour Guillaume Henry, l'écran est le composant le plus important. Donc là, je vais te montrer ici, là, sur mon poste de travail, comment on teste la fidélité des couleurs des écrans. Ok. Alors du coup, on va demander à l'écran, j'ai des mires, on va lui demander d'afficher certaines couleurs et on va mesurer avec une sonde ici la fidélité des couleurs affichées. Donc là, Guillaume, l'objectif, c'est de voir quelle différence il y a entre ce que rend l'écran et les vraies couleurs naturelles. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on a un patch, on a une trentaine de couleurs, on lui fait afficher les 30 couleurs et on va mesurer sur chacun des patchs la différence entre ce qu'on attend de lui et ce qui est réellement la couleur. Et donc après, ça va nous sortir le delta E, donc c'est une moyenne de toutes ces différences de couleurs. Le delta E, normalement, en dessous de 3, l'œil est incapable de faire la distinction entre les nuances de couleurs. Donc un bon écran sera un écran qui est sous cette norme de 3. Dans l'ensemble des ordinateurs portables qu'on peut trouver sur le marché, il y a des grandes différences? Sur l'entrée de gamme, par exemple, tu vas avoir des écrans qui ne sont pas calibrés en usine, où le fabricant n'a pas fait de vérification, et du coup, tu peux avoir des écrans qui vont afficher des couleurs complètement délavées, par exemple. Le résultat de leur test se trouve sur le site des Numériques, avec des notes attribuées sous forme d'étoiles. Une étoile, chez les Numériques, ça serait un produit à éviter, à ne pas acheter. C'est très rare chez nous. 2 étoiles, là, il y a un défaut sur le produit, on va dire, sur un PC portable, ça peut être des performances qui sont très mauvaises et qui, du coup, handicapent son utilisation. 3 étoiles, c'est un bon produit dans l'ensemble. 4 étoiles, là, c'est un produit qui vaut le détour. Et 5 étoiles, c'est vraiment le top de sa catégorie, tout simplement. Le processeur, au cœur du PC, est mis à l'épreuve par des tâches adaptées qui mobilisent toute sa puissance. Comme ici, par exemple, en composant une image particulière. Si le processeur n'est pas performant, le problème, c'est que, par exemple, vous allez ouvrir votre navigateur sur Internet, les pages vont mettre du temps à s'afficher, vos logiciels vont prendre du temps à s'afficher également. On perd en réactivité, en fait, tout simplement. Le processeur, c'est super important parce que c'est le moteur de votre PC. C'est lui qui va effectuer toutes les opérations de calcul, etc. Il faut veiller à prendre un processeur, par exemple, pour de la bureautique. Moi, ce que je conseille, c'est minimum, par exemple, chez Intel, un Core i5 ou chez AMD, un Ryzen 5. Et après, si vous voulez faire du jeu, il faut monter en gamme, aller soit sur du Ryzen 7 chez AMD et du Core i7 chez Intel.
C'est quand il manque de RAM qu'un ordinateur rame, quand il manque de mémoire vive, justement. La mémoire vive, en fait, c'est toutes les informations qui vont être traitées par le processeur, qui sont stockées ici en attente. Et plus cette mémoire est de grande capacité, plus le processeur va pouvoir anticiper et mettre des informations dedans. Et du coup, quand vous allez lui demander quelque chose, le PC sera beaucoup plus réactif. Donc il faut que ça soit en adéquation avec le processeur. Si vous avez un très gros processeur avec une toute petite quantité de mémoire, ça n'a aucun intérêt parce qu'il ne sera pas alimenté en données pour pouvoir travailler. La mémoire de stockage, quelle importance? Ouais. Alors là, c'est ce qui va permettre de stocker ces fichiers, ces données. C'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker des photos, des films, etc. Actuellement, la technologie, normalement, sauf vraiment exception, on est passé sur de la mémoire de type SSD. En fait, c'est plus un disque dur qui tourne mécaniquement comme on a connu, nous, il y a quelques années. C'est vraiment comme des barrettes de mémoire vive. Hein. C'est à peu près la même technologie. Et les accès sont vraiment instantanés. Et du coup, quand on ouvre un fichier, il s'ouvre tout de suite. Donc la recommandation, c'est qu'il faut veiller à avoir quelle capacité de stockage? Au minimum, actuellement, je dirais 256 gigas si on fait de la bureautique avec des fichiers dans le cloud, par exemple. Si on stocke, on a pris l'habitude de tout stocker dans le cloud. Et après, il faut, je pense, 512 gigas. Maintenant, on parle comme ça. 512 gigas, c'est, je pense, le minimum, par exemple, pour un gamer. Entre autres points, les numériques évaluent aussi les nuisances sonores liées au bruit du ventilateur. Ou le niveau de chauffe avec une caméra thermique. Et puis, bien sûr, l'autonomie de sa batterie. Alors du coup, pour le test d'autonomie, ce qu'on fait au numérique, on utilise toujours la même procédure pour tous les PC. C'est qu'on utilise un navigateur Chrome qui est le plus répandu. On va faire tourner Netflix dessus en boucle jusqu'à temps que le PC s'arrête. Donc ça peut durer 5 heures pour les PC les moins autonomes, jusque sur les MacBooks par exemple. Là, les derniers MacBooks, ça tient 22 heures sous Netflix. Reste la question de la sécurité. Pour éviter le piratage, à quoi faut-il veiller quand on achète un ordinateur portable? Le problème, à mon sens, de la sécurité sur un ordinateur, c'est vraiment c'est l'humain en fait. Si on met le même mot de passe partout sur tous ses comptes en ligne et qu'il y en a un qui est piraté, malheureusement, s'il y a une fuite de données, ça compromet tout. Vraiment, le problème, c'est avoir une hygiène numérique, c'est ça le truc. C'est pas tellement la machine, c'est ce que vous allez en faire. C'est ça le problème. Voilà donc pour les critères de base, mais est-on bien conseillé quand on pousse la porte d'un magasin en vue de s'acheter un portable? Notre recherchiste a fait le tour d'une dizaine d'enseignes en Suisse romande. Nous avons reconstitué le périple de notre recherchiste à Neuchâtel, mais ici avec le concours volontaire d'un vendeur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. J'ai besoin d'un PC portable. Oui. Mais quelque chose d'assez simple, parce que l'idée, c'est de pouvoir surfer un peu sur Internet. Notre recherchiste avait des intentions modestes. Un ordinateur portable, parce qu'elle voyage, de quoi recevoir et envoyer des courriels, des emails, parcourir Internet, y regarder des vidéos, une série de temps en temps, et stocker des photos prises avec un smartphone. Qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce que vous avez qui serait intéressant? Est-ce que vous avez beaucoup de photos, monsieur, à stocker? Elles sont dans le téléphone portable. D'accord. Comme je trie pas beaucoup, j'en ai pas mal. D'accord. Je vous laisse venir avec moi. On partirait sur ce genre de produit. D'accord. Vous êtes quand même à un prix raisonnable. Vous avez 512 Go de stockage, la moitié du clavier. Dans son périple, notre recherchiste a obtenu des résultats variés et une qualité de service contrastée. 10 magasins spécialisés dans toute la Suisse romande nous ont recommandé 13 propositions. Nous en retiendrons 5. Notre recherchiste avait organisé sa tournée en janvier, en pleine période de solde, raison pour laquelle on lui a souvent proposé des articles en liquidation, articles épuisés aujourd'hui. À la Fnac de Sion, le vendeur a fait 3 propositions. 2 Asus et un Lenovo IdeaPad Flex 5, doté d'un écran de 14 pouces. Un processeur Intel Core i3, avec 8 Go de RAM, mémoire vive, et 256 Go de stockage sur un disque dur SSD. Bon plan, à 499 francs au lieu de 699.
Lenovo est une bonne marque. i3, c'est l'entrée de gamme des Intel Core, donc ça va pour de la bureautique vraiment de base. C'est un processeur pas très puissant. C'est l'entrée de gamme, c'est le premier en fait dans les iCore 3. Après, vous avez le 5, le 7 et le 9. Après, vous avez 8 Go de mémoire visible, sachant que Windows 11 utilise en tout cas 4 Go. Donc effectivement, c'est suffisant pour de la bureautique simple. Ensuite, un disque de 256 SSD, c'est tout à fait correct. Ça, après, si vous voulez stocker des photos, comme il a été mentionné, je pense qu'à un moment donné, il sera trop petit. Donc, c'est une proposition pertinente, si je vous comprends bien, mais limite. Voilà, exactement. Chez Fust, à Crissier, dans le canton de Vaud, le vendeur vante l'écran 15,6 pouces, particulièrement léger, d'un Lenovo Notebook IdeaPad 3, équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 avec 16 Go de RAM et 1 Tera de SSD. À 649 francs, c'est une offre en promotion qui nous a aussi été adressée chez Fust, à Fribourg, où le vendeur a souligné qu'il ne fallait pas chercher plus cher. L'offre est honnête, mais ce PC est aujourd'hui épuisé. L'AMD Ryzen 7, on peut le comparer à un iCore 7, entre guillemets, mais légèrement inférieur quand même. Mais ils se défendent bien. Donc c'est une bonne machine au niveau du processeur. 649 francs pour une machine comme ça, avec un écran de 15,6 pouces. C'est très bien, c'est très bien. La seule chose que je remarque, c'est qu'on ne sait pas si c'est des écrans anti-reflet ou pas. C'est important parce que suivant où vous trouvez, comme la personne disait qu'elle voyage en train, si vous avez le soleil, vous ne voyez rien. Interdiscount dans le Jura, à Delémont, la vendeuse a pris beaucoup de temps pour examiner les meilleures offres. Elle a suggéré d'acheter un Acer Spin 3 avec un i7 comme processeur, une RAM à 16 Go et un disque dur d'une capacité de stockage de 512 Go. Tout ça au prix de 799,90 francs. Baissé de 280 francs, c'est un bon rapport qualité-prix. Là, on passe sur la gamme supérieure, l'iCore 7, qui est vraiment une machine, le niveau au-dessus un peu plus professionnel. Le prix il est tout à fait correct, la mémoire aussi, le disque SSD aussi. Ça peut être une bonne machine. Une machine comme celle-là, on peut estimer que sa durée de vie, on peut l'évaluer à combien d'années? En théorie, elle devrait en tout cas durer 5 ans. La batterie, elle me permet de... Qu'est-ce que ça a comme autonomie? Ça va dépendre déjà de comment vous l'utilisez. Si vous l'utilisez pour faire de la bureautique ou faire des textes ou vos paiements, par exemple, ça peut durer sans problème, en tout cas 3 heures, d'accord? Par contre, si vous regardez des films où il est longtemps en train de tourner sans cesse, là, ce sera un petit peu réduit quand même. Ce sera plus d'une heure et demie, 2 heures avant de devoir le brancher. À Genève, chez M Electronics du centre de la Praille, expéditif, le vendeur va à l'essentiel avec une seule proposition. Un HP convertible Envy. L'écran ne dépasse pas 13,3 pouces. Le processeur vient de la gamme Intel en i5. RAM à 16 Go et disque dur de 512 Go. Cet appareil est vendu en promo à 879 francs au lieu du prix initial de 1199. Machine rapide, mais avec un inconvénient. HP fait du très bon matériel, ça c'est sûr. Là, l'écran est un peu petit. Si vous faites un courrier, il va falloir vraiment porter des lunettes, on va dire ça comme ça, parce que c'est petit. Si vous regardez un film, c'est pas trop dérangeant, mais l'écran pour moi est trop petit. Enfin, MediaMarkt à Genève, où notre recherchiste s'est vu recommander encore un Lenovo IdeaPad Flex 5, mais avec un processeur AMD Ryzen 5. 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, la machine était proposée à 649 francs. C'est du moyen, on va dire ça comme ça. C'est des bonnes machines, Lenovo. Il ne faut pas oublier que Lenovo, c'est quand même à la base IBM. Moi, je rajouterais du 16 Go. Donc mieux vaut viser parfois une machine un petit peu plus puissante ou plus performante. Vaut mieux des fois rajouter 200 francs, être tranquille pour des années, que rogner sur les prix puis se dire, ben voilà, je suis bien embêté, ma machine elle passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Chaque personne a ses petites préférences. Les marques qui fonctionnent le mieux, ce sont Lenovo et Asus. C'est les marques qu'on vend le plus, que les gens apprécient le plus, qui sont aussi le plus reconnues actuellement. Acer est aussi une très bonne marque, mais
par rapport au choix de la plupart des clients, c'est plutôt un second choix. Donc, il y a des marques qui ont plus de succès que d'autres? Oui, Apple. Apple a beaucoup plus de succès que les autres. Pourtant, notre recherchiste ne s'est jamais vu proposer un ordinateur de la gamme Apple. Bonsoir François Jeannet. Bonsoir Linda. On vous retrouve dans ce studio. Alors, pas d'Apple, pas de Mac proposé à notre recherchiste. Pour quelle raison? Écoutez, notre recherchiste n'avait pas de budget particulier, mais on sait qu'à performance plus ou moins comparable, la gamme Apple est sensiblement plus chère que les PC. Et dans cette période de solde, alors une chose qu'il faut souligner, c'est qu'on lui a proposé le plus souvent des articles en liquidation, mais on ne lui a jamais proposé que c'était des fins de série. Et la gamme Apple n'avait pas de fin de série, il n'y avait pas de solde pour ces appareils-là. Autre élément qui ressort de cette tournée, c'est qu'on a souvent essayé de nous vendre, de nous a proposé d'acheter des antivirus. Est-ce que ça, c'est utile? Alors c'est totalement superflu. Notre experte nous l'a vraiment souligné parce que toutes les machines qui tournent sous Windows sont équipées de Windows Defender. Windows Defender est un antivirus. C'est un des meilleurs antivirus gratuits et il se met facilement à jour, donc inutile d'acheter un antivirus supplémentaire. D'un mot encore, François, la bonne nouvelle, elle se situe du côté des prix. Oui, alors c'est vrai que les prix baissent, mais c'est difficile. La courbe fait quand même un petit peu des yo-yo. Quand on parle de nouveautés technologiques, c'est difficile vraiment de faire des comparaisons absolument pertinentes. Mais prix moyen, fourchette, dans les années 2005-2006, on était entre 1000 et 1300 francs. Aujourd'hui, 2022, grosso modo, on est dans une fourchette de 600 à 800 francs. Merci beaucoup pour ces précisions, François. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et si vous traquez les prix bas, vous pouvez aussi vous tourner vers la deuxième main. Attention, on ne parle pas ici de vieilles machines, mais d'un petit marché, celui de l'ordinateur retourné au magasin, quasi neuf et revendu à petit prix. Dintikon, dans la banlieue zurichoise. Ici, c'est Lauritz Friquet qui nous reçoit. Lauritz Friquet est le responsable du service après-vente de Digitech Galaxus. C'est ici que reviennent toutes sortes de produits, des vêtements aux meubles, en passant par des articles électroniques, dont plusieurs ordinateurs portables, une vingtaine tous les jours. C'est des cas de garantie, des ordinateurs qui ont carrément un problème. Heureusement, il y en a très très peu, c'est un taux en dessous d'1%. Et on a aussi les retours normaux, des ordinateurs qui ne plaisent pas, qui n'avaient peut-être quand même pas la bonne taille. On ne s'attendait pas à ce qu'on a reçu, alors on peut renvoyer dans les 30 jours de retour sans problème. Première étape, quand un ordinateur portable arrive en retour, contrôler si l'emballage d'origine est intact. Si c'est le cas, l'appareil sera remis en vente directement. S'il a été ouvert, il faudra le reconditionner. Des fois, on voit que le client a bien utilisé le produit et après il nous le renvoie. Tu vois les taches de main et tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé des surprises. Des fois, tu vois que le client a laissé un couteau ou bien après manger le... Ouais, ça c'est pas rien. Il y a des surprises. Ouais. Autre surprise, les arnaques que tentent certains clients. Même les ordinateurs portables, ça arrive, il y a des gens qui l'ouvrent, qui enlèvent des parties des composants et qui renvoient après avec une vieille carte graphique ou rien du tout pour récupérer leur argent. Et se faire rembourser. Ouais. Étape suivante, la mémoire de l'ordinateur doit être complètement effacée. Il ne doit rester aucune trace des données du client qui a retourné sa machine. C'est la partie à laquelle on fait le plus attention. On a un système particulier qui repasse avec un processus spécialisé plusieurs fois sur les données jusqu'au point que même un spécialiste ne pourrait plus les récupérer. On le fait contrôler par une deuxième personne. On a ce principe à 4 œils, on appelle ça, pour vraiment être sûr qu'on ne prend aucun risque avec les données de clients. Ici, le reconditionnement ne concerne que l'effacement de la mémoire, puisque le matériel, par définition, n'a pas servi longtemps. Presque tout ce qu'on revend en occasion, c'était retourné dans les 30 jours qu'on offre à nos clients. Ça veut dire que c'est plus ou moins neuf, pas besoin de changer une batterie. Ça nous arrive aussi de vendre des produits qui ont été réparés par des spécialistes. Et là, il peut y avoir un changement de batterie compris dans cette réparation. Mais tout ce qu'on vend, on donne une garantie, ça a été testé. Ça veut dire que je ne vois pas vraiment un risque pour la qualité du produit. Un coup de pouce et l'appareil pourra être remis en vente sur le marché des occasions avec un rabais initial d'au moins 10%.
avec le temps, si personne achète ce produit, on baisse les prix jusqu'il soit loin. Et je pense que c'est là aussi qu'on peut faire des bonnes affaires. Ça veut dire que là, il faut surveiller votre site. Oui, à la fin, si vous avez un produit qui vous intéresse et vous pouvez attendre que le prix baisse, avec le risque que quelqu'un d'autre soit plus rapide. Digitech offre aussi à ses clients de revendre directement leurs articles sur leur site. Ils figureront sous le titre « Utilisés ». Les ordinateurs de deuxième main, qui ont été retournés sous 30 jours après leur achat, seront estampillés « Utilisés » et testés. Nouveauté chez Galaxus Digitech, depuis février, le site indique le taux de retour des articles sous garantie, soit en raison d'un défaut couvert par la garantie, soit parce que le client a renoncé à son achat. Nos clients, ils étaient extrêmement ravis. On a beaucoup de commentaires, de contacts très positifs. Ils aiment cette transparence. C'est clair que certains producteurs, certaines marques sont un peu moins contents. Et ça ouvre une discussion qui nous permet ensemble d'améliorer les processus. Nous n'avons pas testé la qualité de ces statistiques, mais a priori, elles ont le mérite d'indiquer le taux de fiabilité des produits concernés. Et le plaisir maintenant de retrouver l'actualité conso avec Elisa Cacharo et à vos côtés ce soir une invitée, Sidonie Fabi. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Sidonie Fabi, vous enseignez la nutrition et la diététique à la Haute École de Santé de Genève et vous allez nous éclairer sur les boissons à l'avoine. Elisa, c'est quoi le problème? Alors la particularité de ces boissons, c'est qu'elles ont souvent un petit goût sucré, mais quand on regarde la liste des ingrédients, on ne trouve pas de sucre. Comment est-ce que c'est possible? Alors, l'avoine contient naturellement des glucides qui sont des grandes chaînes de molécules. Et dans certains de ces produits, des enzymes ont été ajoutées qui fonctionnent comme des ciseaux, qui vont couper ces grandes chaînes de molécules en molécules qu'on appelle sucres, qui, elles, ont un pouvoir sucrant. Mais alors, c'est quand même un processus assez compliqué. Pourquoi faire tout ça? Alors, très probablement pour le pouvoir sucrant, puisque le sucre est une molécule qui produit du plaisir en bouche de manière innée chez tous les individus. Et en ajouter sous cette forme-là, c'est-à-dire de transformer des glucides en sucre, augmente le plaisir du consommateur et donc probablement sa consommation. Le consommateur qui est des fois un petit peu perdu face aux emballages. Si je prends celui-ci par exemple, donc sur le paquet c'est écrit No Sugar Added, donc pas de sucre ajouté. Et puis si on regarde le tableau des valeurs nutritionnelles, on voit la ligne sucre, 4,4 grammes. C'est sur cette ligne, justement, qu'on trouve les sucres simples, ceux qui ont été découpés par ces fameuses enzymes. On les différencie avec les sucres complexes. À ce propos, je vous propose de regarder une petite vidéo explicative. Et Linda, vous allez pouvoir goûter ces 3 boissons pendant la vidéo. Allez. Les sucres simples, qu'on appelle aussi libres, ils sont composés d'un ou 2 éléments de glucose, galactose ou fructose. Les sucres complexes sont composés de longues chaînes de glucose qu'on trouve dans les céréales, les pommes de terre, les légumineuses ou les farines. Leur assimilation par le corps est plus lente. Un sucre libre passe directement dans le sang, tandis qu'un sucre complexe doit être découpé par la digestion pour être assimilé. C'est pourquoi on parlait autrefois de sucre lent et sucre rapide. Voilà pour la théorie. En pratique, Linda, dites-nous ce que vous en avez pensé. Alors celui-là, clairement un goût bien sucré. Alors cette boisson, c'est celle de la COP à l'avoine qui m'a confirmé l'utilisation d'enzymes. Je les cite, les glucides sont ainsi décomposés et transformés en sucre naturel. Mais cette formulation sucre naturel, c'est quelque chose qui vous dérange? Oui, ça me dérange parce qu'en fait, on a ajouté des enzymes pour transformer les glucides en sucre. Dès lors, ce n'est pas naturellement présent dans ces aliments-là. Et d'ailleurs, le taux de sucre est le même que dans ce thé froid. Niveau santé, c'est quoi les conséquences quand on en consomme? Alors, les conséquences ont été clairement démontrées et annoncées par l'OMS déjà depuis 2015 en recommandant de limiter ces consommations de sucre libre afin de limiter la survenue de certaines maladies comme le surpoids, le diabète ou d'autres pathologies cardiovasculaires. Alors pour en revenir à nos boissons, donc la deuxième ici, c'est un lait que j'ai fait maison avec de la farine d'avoine et de l'eau que j'ai mixée. Vous en avez pensé quoi, Linda? Alors celui-là, c'est marrant parce qu'il n'est pas du tout sucré, mais il est un petit peu épais, un peu pâteux comme ça. Ouais, ça se sent. Et puis le troisième, par contre, pas sucré non plus, mais tout à fait normal en bouche. Alors la troisième, donc c'est la seule boisson que j'ai trouvée où il y a 0 g de sucre de la marque Alpro. Entre les deux, vous pourriez recommander lequel? Alors, clairement celle qui contient uniquement des glucides,
Comme ça, on limite les sucres simples, ce qui permet de répondre aux recommandations de l'OMS. Et puis ensuite, c'est vrai que dans l'avoine, ce qu'on va rechercher dans cet aliment-là, c'est les fibres. Et donc, le fait de filtrer ces boissons vont enlever les fibres, ce qui est vraiment dommage, puisque c'est un des éléments prioritaires. Ensuite, dans certaines de ces boissons, il y a des ajouts de vitamines, notamment vitamine B12, vitamine D, voire de calcium également. Donc, pour les personnes qui prendraient ces produits pour remplacer le lait, on va chercher ces boissons qui ont été enrichies pour essayer de s'approcher du lait standard, on va dire. Merci beaucoup pour ces précisions. On pourra au moins maintenant choisir en connaissance de cause, mais tout de même, ces sucres sont terriblement complexes. Merci beaucoup, Madame Fabi. Très bonne soirée à vous. Merci. Et on reste en cuisine avec une histoire qui fait parler sur les réseaux sociaux. Alors, info ou intox, on commence par une vidéo. Il y a une loi européenne qui entre en vigueur et qui autorise la présence de grillons domestiques dans toutes sortes de produits. Et d'ailleurs, les grillons domestiques, Acheta domesticus, c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres insectes qui vont trouver leur chemin dans votre assiette si vous faites pas attention. Et moi, je fais déjà beaucoup attention à ce que je mange, mais alors là, il faudrait que je fasse encore plus attention et c'est pas marrant, quoi. Alors Elisa, ce genre de publication a soufflé une petite brise de panique sur les réseaux sociaux. On a aussi eu des téléspectateurs qui nous ont écrit à ce propos. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans tout ça? Alors, depuis le début de l'année, c'est vrai, les grillons sont bien autorisés en Europe comme aliment. En Suisse, ça fait déjà depuis 2017 que c'est le cas et on n'a pas assisté à une déferlante d'insectes dans nos assiettes. Oui, même si par contre des produits dans lesquels il y a des insectes et où c'est indiqué, on en trouve quand même quelques-uns en magasin. Vous nous avez ramené des petites boulettes, des burgers et puis des insectes grillés pour l'apéro. Donc, mais alors, c'est la Coop, c'est le seul grand magasin en Suisse qui propose ce type de produit. Manor, Denner, Aldi, Lidl n'envisagent pas d'en vendre pour le moment. La Migros a fait son expérience en 2017 sans succès. Aujourd'hui, le magasin pense vraiment que ça n'a aucun intérêt en Suisse. Et d'ailleurs, comme nous, la Migros a reçu pas mal de messages inquiets de clients. Oui, la crainte de ces personnes en général, c'est en fait que les distributeurs ou les fabricants, plutôt, mettent des insectes à l'intérieur des produits, mais sans le signaler. Alors, ils ont l'obligation de signaler s'il y a des insectes dans la composition, d'autant plus parce qu'ils peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes qui sont allergiques aux crustacés. Ouais, mais même si Migros nous rappelle quelque chose d'intéressant, c'est qu'on trouve depuis longtemps en très petite quantité des insectes sous forme d'additifs dans certains produits. Oui, et dans ce cas, on les trouve sous les appellations E120 et E904. Ce sont des additifs à base de cochenilles, des petits insectes parasitaires. On les utilise dans l'industrie alimentaire comme colorant ou comme agent de glaçage pour les confiseries ou dans la charcuterie. Mais là, le nom interpelle peut-être un peu moins que cricket ou grillon. Des enzymes aux cochenilles qu'on cache dans ce que l'on avale. C'était votre regard sur l'actualité conso. Merci beaucoup, Elisa. Merci. Bonne soirée.